Nous avons intitulé cette intervention « Écrire, décrire, filmer, le croire et ses techniques ». Et en fait, c'est effectivement nous, par les techniques que nous utilisons tous, que nous essayons de déceler le croire, le nôtre, celui des acteurs sur lesquels nous travaillons. Je voudrais quand même préciser, avant toute autre chose, que la volonté qui traverse l'ensemble des projets du programme collaboratif numéro 3, les techniques du faire croire, c'est véritablement de faire tomber les frontières. Alors déjà, de faire tomber les frontières entre disciplines, je crois que et cela ne se fait pas sans difficulté. Nous avons vraiment essayé et nous sommes quand même arrivés à largement avancer sur ce point-là, à travailler avec des chercheurs que nous n'aurions jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu l'ABEX Aztec. Ce sont des projets qui, grâce à Aztec, ont pu voir le jour en réunissant des établissements qui, en soi, ne travaillent pas ensemble. Moi, je suis à la base anthropologue des religions, Jean-Philippe est professeur à l'ESCP Europe. Nadine Wanono est à la base spécialiste de l'anthropologie numérique, anthropologie visuelle, africaniste. Cet axe 3 sur les techniques du faire croire est quelque chose qui intéresse les gestionnaires. Alors je sais bien que la gestion est une discipline un petit peu évanescente, un peu suspecte, mais en même temps, il s'y passe beaucoup de choses. C'est quelque chose qui mélange énormément d'approches, de disciplines aussi. Et le faire croire y est absolument transversal. Les analystes financiers, ceux qui dirigent des entreprises croient un certain nombre de choses. Alors ça nous a paru vraiment très intéressant de nous rapprocher. On a fait des séminaires, on a fait des colloques et on a travaillé avec un de mes doctorants, qui est ici présent, Romain Buquet, sur justement ce à quoi croient des entrepreneurs. Un entrepreneur, ça croit beaucoup de choses. Tout le monde connaît Facebook, tout le monde connaît Google. À la base et à la tête, il y a des entrepreneurs. À quoi est-ce qu'ils croient ? Et c'était très intéressant de mélanger des approches anthropologiques, et c'est toujours intéressant, mélanger des approches anthropologiques et gestionnaires, parce que les regards ne sont pas les mêmes. Et c'est, je pense, là, l'occasion vraiment de remplir pleinement la mission du LABEX. Exactement, et nous reviendrons sur ce point puisque nous présenterons ici un premier teaser que nous avons fait de nos interviews dans l'accélérateur de start-up avec Romain Buquet. Donc je vais aller très très vite puisque nous avons décidé de vous mettre en contact avec nos matières. Nous avons commencé par les portraits de moines qui avaient lié beaucoup de nos centres, beaucoup de nos disciplines. Donc il y avait donné 4 documentaires à partir duquel a été fait un projet Interlabex pour la création d'un web documentaire. En fait, on voulait travailler sur le faire croire, faire tomber la frontière du croire dans le religieux, bien mettre en perspective le fait que le croire ne concerne absolument toutes les sphères d'activité. C'est même le socle de nos sociétés et non pas quelque chose qui soit réservé aux religieux. Et donc, ça aurait été trop nous enfermer dans un monastère que d'y rester. Et du coup, nous avons laissé un autre LABEX, les passer dans le présent, prendre en charge notre matière pour nous concentrer, nous, sous d'autres formes de portraits. Ce que nous avons gardé de ce côté, c'est, me semble-t-il, la matière la plus innovante, également apportée par Nadine Wanono, qui est le son. Parce que le son, évidemment, est aussi une manière de croire et de faire croire. Et dès lors qu'on l'écoute, on se rend bien compte qu'on est transporté dans un univers de croyances. Et c'est la chose que nous allons écouter très, très vite. Peut-être pour présenter cet espace sonore, c'était en fait une démarche exploratoire qui a été menée lors de la formation en anthropologie filmique. À l'époque, il m'avait semblé intéressant de rendre compte de l'espace sonore d'un milieu monastique et de voir comment on pouvait effectivement percevoir cet espace monacal en dehors d'une description visuelle et de laisser les sons parler. Alors d'une part, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les moines sont voués au silence et je pense qu'il n'y a pas plus bruyant que l'abbaye de la Trappe, menée et rythmée par les horloges, par les prières, par les messes, par les rituels. Donc ça, c'était très intéressant. Et de voir effectivement ce que l'entendre ou ce que le son pouvait nous apporter comme dimension sensible dans notre démarche et dans notre appréhension du croire. Donc, je pense que,
effectivement, c'est la place du son dans le dispositif de la croyance, tant pour les spectateurs, ça veut dire que perçoivent-ils. La première travail exploratoire qui avait été fait, c'était la présentation au Quai Branly, où là, les spectateurs, comme on pourrait reprendre la phrase de Debord, étaient privés de son et privés d'image. Là, il y avait effectivement 5 haut-parleurs qui étaient disposés dans la salle et les gens les auditeurs, déambuler de manière à se rendre compte en fait de la spatialisation sonore qu'il pouvait y avoir au sein de la trappe. Et donc, si vous vous déplacez dans le son, enfin dans l'image, vous vous rendez compte que le spectre sonore va augmenter. Pitié pour moi, écoute ma prière. Puisque tes âmes, je souffrirai vous dans le ciel de ma gloire. Voilà, en quelques minutes, quelques secondes, le travail qui a été fait et qui est encore en cours de réalisation ou de finition, si je puis dire, et qui pose pas mal de problèmes pour nous en termes de recherche. L'idée, bien évidemment, personnellement, ce serait de pouvoir publier un article qui permettrait d'avoir une audition en 5.1. Donc là, on se rend compte des limites, en fait, de compétences entre chercheurs et techniciens. Et j'aime beaucoup être une technicienne dans ces cas-là, et de voir à quel point la technique, en fait, va transformer nos recherches et nos résultats de recherche, et qu'il faut savoir, effectivement, parler avec intelligence aux responsables et aux détenteurs des compétences techniques, de manière à ce qu'ils puissent mettre en forme les idées que nous voulons avancer. Voilà, donc là, c'est en cours, et j'espère qu'on arrivera à avoir bientôt une lecture en 5.1. Donc, si je reprends le travail qui a été fait dans la dialectique du visuel et la formation, je vais peut-être passer là au travail qui a été fait d'abord sur Bernard ou d'abord sur la start-up. Sur Bernard. Sur Bernard. La méditation est une source de confiance extraordinaire. Moi, j'emploie la comparaison du téléphone portable. Quand les batteries sont à plat, la pile est à plat, il faut la recharger. On se dit, c'est pareil, on a des accumulateurs de puissance spirituelle, d'énergie spirituelle, et puis le fait de méditer, ça donne une confiance, une sérénité. Voilà. Nous voulons vivre notre identité chrétienne en relation avec le bouddhisme. Nous voulons aller aussi loin que possible dans la rencontre avec le bouddhisme. Les Juifs disent qu'il faut donner à ses enfants et des ailes et des racines. Alors, on pourrait dire que c'est contradictoire, mais plus on est capable de voler, pour aller très loin, plus finalement on se trouve enraciné. Alors, plus on va loin dans le bouddhisme, plus on est renvoyé au mystère de sa propre identité. C'est en cela que c'est original. Il est moulu le kodukage yashio.
Ulidu Jesu Christue mungua piga degea soso. Si je vous ai montré ce teaser du prêtre jésuite, c'est parce que réellement, je vois chez lui un entrepreneur religieux. Et donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer ce qu'est un entrepreneur dans et hors du religieux, qu'est-ce qui impulse le choix de se mettre en danger. Alors chacun se mettant en danger sur différents niveaux. Lui, il met en danger son inscription dans le catholicisme romain parce qu'il prend des risques et en même temps il veut y rester, et d'autres formes aussi. Et donc nous avions voulu, avec Jean-Philippe, continuer ce type d'expérience hors du religieux, en essayant de voir évidemment des entrepreneurs plus classiques. Il se trouve que Romain, qui viendra tout à l'heure pour répondre à vos questions, avait envie de faire son mémoire sur l'engagement des entrepreneurs, et que nous nous sommes retrouvés dans un accélérateur de start-up qui s'appelle Nouma, qui est un accélérateur de start-up dont la particularité est de traiter du numérique. Et par conséquent, ils ont quand même vraiment l'impression d'être dans un environnement de demain et de pouvoir, à partir de cet environnement de demain, refaire le monde. Et du coup, il y a à la fois beaucoup de liens dans ce qu'ils disent avec ce que pourrait dire quelqu'un qui est engagé dans un parcours religieux, comme il y a beaucoup de points communs dans ce que dit Bernard Sénécal, le prêtre catholique, avec ce que disent ces entrepreneurs dans un genre tout à fait séculier. Et c'est cette rencontre-là qui nous semblait intéressante. Donc nous avons rencontré une vingtaine, 18, merci. Nous avons rencontré 18 entrepreneurs, enfin fondateurs de start-up, dans des entretiens semi-dirigés. Et là, nous avons, alors vous n'allez pas savoir qui ils sont, hein, nous avons juste pris une seule des questions qu'on leur a posées, qui est leur motivation, justement. Donc c'est cette partie-là que vous allez voir. Ça va, j'espère, vous frustrer. L'idée, c'est que ce soit quelque chose comme un triptyque, avec, après leur motivation, qui ils sont et qui est leur entreprise. Voilà. Il y a des gens qui, à la base, rêvent d'être riches, qui n'ont pas vraiment compris ce qui se passait en vrai dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui font ça par pure passion. Et il y a des gens qui font ça pour être libre, alors qu'en vrai, on n'est pas forcément si libre que ça. Je pense que c'est vraiment ma vocation. Je suis dedans et je ne me vois pas du tout faire autre chose. Être entrepreneur, c'est ne pas avoir le choix. À un moment donné, quand on crée, c'est qu'on ne peut plus faire autre... On ne pourrait pas faire autre chose que de créer, c'est-à-dire que cet objet-là est devenu une telle évidence, cette vision-là est tellement forte qu'on est obligé de faire en sorte qu'elle existe. Enfin, c'est le geste de créer en fait, le geste de création qui est vraiment intéressant, je trouve. De profiter du passage sur Terre pour faire changer le monde dans un sens qui soit plus favorable à nos enfants et à la suite. Donc, je me suis rendu compte que le monde allait changer et qu'on pouvait le changer. Et je pense que c'est un aller-retour entre la réalité et l'idéal, quoi. Mais c'est pas si... Ça serait un peu bisounours de dire je vais créer une boîte pour changer le monde. En réalité, ça fait partie, c'est la graine, on va dire. D'assumer son action comme étant une action qui est au service de quelque chose qui vous dépasse. J'ai l'impression que j'ai apporté quelque chose qui va aider dans le quotidien pour l'instant 1000 personnes, c'est déjà énorme. Et ça, c'est vraiment un premier rêve qui se réalise. J'ai pas de doute, j'ai aucun doute sur le fait que j'apporte une brique qui n'est pas forcément grande, qui est peut-être une petite pierre, à quelque chose qui est plus grand que moi, positif, bien pour la société, pour les gens qui m'entourent. Quand j'ai arrêté l'école de commerce, j'étais persuadée qu'il fallait que je monte ma boîte et que je n'avais pas 4 ans à perdre supplémentaires. Et que je pouvais le faire déjà, enfin j'étais déjà prête. Une espèce d'envie viscérale
un truc qui sort et qui explose de partout, et qui suinte et qu'on ne peut plus envie d'exister. Voilà. Il est évident, et là sur le film sur les entrepreneurs, il est évident qu'il y a je dirais, des propos qui pourraient être mis en relation, surtout quand on a regardé les films faits par les moines, en termes de vocation, en termes, etc. Donc il y a toute cette analyse-là de ce à quoi ils croient, ce désir de créer un nouveau monde, cette sensation d'une vocation, d'un appel pour être entrepreneur. Et donc là, pour l'instant, on vous a montré un peu le travail brut, mais l'analyse va venir dans la foulée. L'idée qu'il y a aussi derrière, justement, cet usage de nouveaux moyens, c'est pas uniquement de donner à lire, mais de donner aussi à entendre, à voir, un matériau, un terrain qui soit un peu plus riche que ce que l'on a dans la description, je dirais, classique dans un article. Quand on avait fait le numéro spécial sur croyance et persuasion avec Nathalie, là on est dans la figuration classique d'articles où on a regardé de façon transversale ce qui se passe dans les mécanismes de croyance et les techniques de persuasion entre différents univers. Et donc là, ces films donnent à voir, et après, dans un deuxième temps, et ça sera le travail aussi de Romain au cours de sa thèse, parce qu'il fait sa thèse avec moi justement sur l'engagement des entrepreneurs, c'est de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun dans ces figures de l'engagement de l'entrepreneur par rapport à d'autres figures de l'engagement. Et là, la comparaison avec des engagements religieux est quelque chose qui n'est pas inintéressant. En fait, la surprise aussi était venue finalement de la dimension quasiment religieuse du discours de l'entrepreneur sur lui-même par rapport à ce que l'on aurait pu attendre. Ils sont aussi inscrits dans une démarche très pragmatique, sûrement inspirée par les entrepreneurs de la Silicon Valley. Et ce qu'ils veulent, c'est arriver le plus vite possible là où à leur objectif. Et donc, ils sont plus dans une démarche d'être compris que de mobiliser les bons concepts, les bons niveaux de langage, etc. Ils veulent que ce soit rapide, efficace, et c'est comme ça qu'ils vivent leur vie, quoi, à 100 km/h. Je crois que dans notre cas, il s'agit en fait d'une interprétation, et que c'est la mise en scène de l'interprétation de nos données à partir d'effectivement d'une démarche anthropologique, l'anthropologie visuelle, qui était une démarche descriptive. Et là, en faisant un travail avec le numérique, ça nous donne une nouvelle dimension d'intégrer l'interprétation au sein même de nos données. Et c'est la mise en scène en fait de ces interprétations, et qui nous permet en fait de faire un dialogue, comme le disait Nathalie Lucas en ouverture de sa présentation de l'axe de recherche sur les techniques du faire croire, de faire un lien entre des pratiques scientifiques et des pratiques artistiques qui sont de la même démarche en fait. Voilà, donc c'était juste pour dire à quel point, pour moi, cette matinée avait été riche un peu comme un écho au travail de recherche qu'on fait nous dans le cadre du PC3. Voilà, je vous remercie. Aussi hypothèse.org que vous voyez, c'est-à-dire que toutes nos expériences, nous les mettons maintenant en ligne sur hypothèse.org. Pour l'instant, il n'est pas visible pour tout le monde, il est en construction, donc vous y voyez, vous pouvez regarder là un brouillon, mais l'idée justement c'est que ce soit un endroit où nos expériences, nos films, nos sons, nos articles, éventuellement multimédia, puissent finir sur ce site hypothèse.org.